Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. On prend la direction de Porto Novo où nous attend Jérôme Mungbo à l'Assemblée nationale à Porto Novo. Les députés examinent depuis ce matin le projet portant sur la recevabilité du rapport de la commission des lois. Jérôme Mungbo, bonsoir, vous êtes en ligne depuis Porto Novo. Qu'est-ce qu'il faut retenir des débats entre parlementaires ? Au moins 70 députés ont répondu à l'invitation du président de l'Assemblée nationale. Maître Adrien Mbedji donne le top à la commission afin qu'elle présente son rapport. Après avoir étudié le projet déposé par le chef de l'État aux aspects atteints à l'intégrité du territoire national, la forme républicaine de l'État et la laïcité de l'État, cette commission des lois a jugé recevable le projet. Le débat est alors ouvert. Après les échanges avec leurs mandants, suite à leur dernière descente sur le terrain, les députés orientent leurs interventions selon leurs aspirations. Pendant que certains députés comme Valentin Dianotin ne trouvent pas l'urgence de cette révision, d'autres par contre, comme Mathurin Kofi Nago, objectent que la révision de la loi fondamentale est la seule issue pour donner de fortes chances de développement au Bénin. C'est des textes qui régissent le fonctionnement de toute une nation pendant longtemps. Donc ça demande une large concertation. Ceux-là qui ont marché pour qu'il y ait révision de la Constitution, c'est ceux-là qui trouvent qu'il ne faut jamais réviser. Je suis allé dans ma circonscription. J'ai suivi également quelques collègues qui sont allés également dans leur circonscription. Et j'ai remarqué que le principe même de la révision n'est pas mis en cause. Mais le texte qu'il nous a envoyé comporte beaucoup d'écueils. Les articles 154 à 156 sont clairs là-dessus. La seule voie qui est prévue par notre Constitution de décembre 1990, c'est que dans une première étape, le dossier doit être envoyé au Parlement. Le projet soumis à notre auguste Assemblée remet-il en cause nos fondamentaux? Pour ma part, je dirais non, car je n'ose pas croire que l'exécutif veuille démolir l'édifice national et d'ailleurs les pères fondateurs ne lui pardonneraient pas. L'enjeu ici aujourd'hui, c'est l'obtention ou non des 3/4 des députés pour donner le feu vert à la suite des travaux de cette révision. Il faut remarquer que dehors, un groupe de manifestants anti-révisionnistes scandent des slogans peu favorables à l'initiative voulue par le président Patrice Talon. Mais cela n'empêche guère les travaux de se dérouler dans l'hémicycle. Vous serez informés du résultat de ce vote depuis Porto Novo. Merci à vous, Jérôme Mungbo. Jérôme Mungbo en ligne depuis Porto Novo. On part pour l'université d'Abomey-Calavi où le secrétaire général de l'IDEA, l'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale, a rencontré les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Les échanges ont porté essentiellement sur la gouvernance démocratique. Blaise Adampo et Patrick Benoît pour le point. Yves Leterme, le secrétaire général de l'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA, est l'hôte des étudiants et professeurs de la faculté de droit des sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi. Cette rencontre répond à l'objectif principal de cette organisation intergouvernementale, celui de promouvoir la démocratie durable dans le monde. Ce qui est important pour nous en tant qu'IDEA, c'est d'être vraiment au service de la population, de la nation. Et donc pouvoir rencontrer des étudiants, des académiciens aussi qui travaillent sur le sujet des élections, la constitution, la démocratie. C'est très important pour donner du contenu à cette coopération et à cette adhésion du Bénin. Le Bénin est à ce jour le seul pays d'Afrique francophone à adhérer à l'international IDEA. Un exemple à suivre en matière de démocratie. Le Bénin a une grande et positive réputation sur la construction de la gouvernance démocratique et donc nous sommes très avides à apprendre à connaître ce pays et ses citoyens surtout. Mais ce qui est important pour moi aussi et pour mes collègues, c'est d'apprendre de l'expérience du Bénin. Nos États membres veulent apprendre de leçons que le Bénin a tirées de son expérience. L'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale compte 30 pays membres. Le secrétaire général de l'International IDEA prévoit une rencontre avec les autorités béninoises avant son départ pour le Sénégal.
Et sur ce même registre, l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA a procédé au lancement d'un ouvrage sur les juridictions constitutionnelles en Afrique de l'Ouest, une analyse comparée pour évaluer le rôle du juge constitutionnel dans la pratique démocratique. C'était au Novotel de Cotonou. Ulvaïs Balogun et Jules Akoiko pour le point. Les juridictions constitutionnelles des 15 pays de la CEDEAO au cœur d'une analyse comparée afin d'améliorer le fonctionnement de la justice et de renforcer la pratique démocratique. En toile de fond, l'office du juge. Désormais, la garantie des libertés fondamentales, désormais la régulation du fonctionnement des pouvoirs publics, autant d'activités majeures qui sont assurées par les juridictions constitutionnelles. Comment cet office est rempli au niveau des différentes juridictions? Quels sont les défis qui nous attendent et qui nous interpellent, qui doivent nous aider à renforcer les bases de l'état de droit et de la démocratie? Je pense que c'est l'intérêt de l'ouvrage qui est lancé. Et pourtant, des interrogations persistent sur la garantie juridictionnelle des droits et libertés. Pourquoi avoir rendu peu visible ce qu'on peut considérer maintenant comme étant l'une des attributions en vogue des juridictions constitutionnelles? Je veux parler des compétences du juge en matière de garantie des droits et libertés. Cet ouvrage aurait pu tailler à la mesure de l'importance que prend cet office une part importante à cette attribution. Malgré tout, c'est un instrument de facilitation de la complexité du rôle du juge constitutionnel. Que ces éléments de réflexion et de partage d'expérience soient évoqués, c'est une opportunité qui nous permettra, à mon avis, de nous approprier nos expériences communes, voir les éléments que nous pouvons prendre chez les autres pour renforcer nos capacités dans le sens de renforcement de l'édification de l'état de droit et de la démocratie. Cet ouvrage pédagogique et instructif entend faire des juridictions constitutionnelles la clé de voûte de la paix, de la stabilité des institutions et de la légitimité des gouvernants. Le secrétaire général de l'IDEA international était hier au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. L'ancien Premier ministre belge a précisé, entre autres, les objectifs de l'accord de coopération signé en 2016 par le Bénin lorsqu'il intégrait l'IDEA en tant que 30e pays membre. Écoutons-le. L'accord cadre, l'accord de coopération, c'est la mise en commun de recherche, d'expérience. J'en veux pour exemple la publication sur, disons, une comparaison de la partie constitutionnelle dans l'Afrique de l'Ouest, un livre, un ouvrage qui sera présenté aujourd'hui à la presse. C'est un exemple où nous voulons coopérer avec la Cour constitutionnelle afin de tirer profit de son expérience et de son exemplarité. D'abord, c'est l'exemplarité de la Cour constitutionnelle béninoise qui joue un rôle clé dans la pacification du débat politique, en objectivant ce débat, en faisant référence aux principes essentiels de la Constitution. Et donc là où je crois que notre organisation peut apporter son soutien à des éléments clés du fonctionnement de la démocratie, des élections, je crois que nos États membres de notre organisation, européens, américains, sont aussi très avides d'apprendre du Bénin en ce qui concerne le fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui est exemplaire au niveau mondial. En ce qui concerne cet accord cadre, il est entré en vigueur et donc nous sommes à disposition, se basant sur cet accord cadre de la Cour constitutionnelle, pour apporter toutes les sources de connaissances, de recherche dont nous disposons. Et nous voulons aussi, en élargissant à d'autres pays, inviter la Cour constitutionnelle à faire part de son expérience, afin que cette bonne expérience soit utilisée dans d'autres États membres de l'IDEA international. Donc dans la coopération avec le Bénin, la Cour constitutionnelle prend une place vraiment très importante. C'est une cour qui a la spécificité de veiller à la protection des principes fondamentaux de la Constitution béninoise, la liberté des citoyens, les principes vraiment fondamentaux du fonctionnement de la démocratie, et qu'elle a aussi un droit, je dirais, indépendant, autonome d'initiative, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres pays, y compris les États membres d'IDEA.
On parle toujours coopération. La ministre des Affaires étrangères du Ghana est également à Cotonou. Elle a été reçue hier après-midi par son homologue du Bénin, le ministre Aurélien Abouenochi. La chef de la diplomatie ghanéenne est notamment porteuse d'un message du président Nana Akufo-Addo. On écoute ses propos à l'issue des échanges qu'elle a eus avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Regardez. My visit is in twofold. Le ministre est arrivé juste pour rendre une visite à son compatriote ici et en plus pour approfondir les relations bilatérales entre le Bénin et le Ghana. En plus, elle a aussi envoyé un message de notre président du Ghana à votre président ici et espère qu'on va améliorer la collaboration entre les deux pays. On ne change pas de registre. Le Bénin et le Congo-Brazzaville veulent développer un brassage culturel. L'initiative était au cœur d'une séance de travail entre les ministres du tourisme et de la culture des deux pays. Blaise Adampo pour le point. C'est une séance d'échange entre le ministre de la Culture béninoise et son collègue du Congo-Brazzaville. Cette rencontre a permis d'explorer le potentiel culturel des deux pays et de développer un partenariat en matière de promotion de la culture. Nous avons échangé sur plusieurs points, sur la littérature, sur les relations culturelles entre le Congo et le Bénin. Nous nous sommes projetés sur l'éventualité d'avoir des projets en commun. Nous avions pris l'opportunité d'échanger avec le ministre de la Culture du Congo et de voir un peu la vision que chaque État a de la culture. Et nous avons remarqué tout simplement que, je ne sais pas si c'est eux qui nous trichaient ou bien si c'est nous qui trichions le Congo, mais nous sommes tous en parfaite harmonie. Et c'est ça, la coopération sud-sud devait aller dans ce sens-là. Il ne faut pas attendre qu'on vienne nous demander d'inviter le Congo à un forum. Les deux ministres ont également échangé sur l'expérience béninoise en matière de protection des droits de propriété intellectuelle à travers le cas du BUBEDRA, Bureau béninois des droits d'auteur. Ange Nkoué a saisi l'occasion pour inviter Léonidas Karel Motom Marmoni au forum sur les droits d'auteur qui se tiendra le 19 avril prochain à Cotonou. Et cette conférence de presse conjointe du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines et du ministre du Cadre de Vie et du Développement durable, l'objectif est de faire le point sur les mesures que prend le gouvernement après les fuites pétrolières au large des côtes du Bénin. Blaise Adampo, Rosemont Tchapoué. Jusqu'au 31 décembre. L'urgence pour le gouvernement de prendre des mesures pour éviter toute atteinte à l'environnement suite aux fuites constatées sur le champ pétrolifère de Sémé. C'est le sujet au cœur de cette conférence de presse. Fin 98, début 99, c'était plutôt une installation qui était mise en arrêt, mais dans le cadre d'un long arrêt qui est censé reprendre. Donc vous imaginez que presque 20 ans après, il peut y avoir des dégradations puisque la façon dont ça avait été fait, ce n'était pas pour un arrêt définitif. Au moment où je vous parle par rapport à ce que j'ai vu, il n'y a pas à s'alarmer. Il y a des choses qui sont en place, mais d'autres, des mesures urgentes qui méritent d'être mises en place. Même si les fuites sont préoccupantes, une synergie d'action est engagée pour contenir les risques et éviter toute pollution marine. L'abandon de ces plateformes a été relativement surveillé par le département des mines jusqu'à présent. À court terme, c'est augmenter les rondes des forces navales pour surveiller le périmètre. Ensuite, essayer, reposer les balises sur ces 43 km² pour sécuriser ce périmètre et éviter que les opérations de pêche n'entrent dans ce périmètre-là. Et dans une deuxième phase, à moyen et à long terme, déployer vraiment le dispositif de démantèlement en commençant par un audit. Nous allons ensuite mettre en place le plan de gestion environnementale et sociale qui va accompagner l'opération de démantèlement. Les conférenciers ont salué l'appui de la République de Norvège à accompagner le Bénin dans la lutte contre la pollution marine.
Eh bien, c'est une descente du ministre du Cadre de vie et du Développement pour faire le point des travaux lancés en avril 2016, une visite qui fait suite au projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain, le PUGEMI. Le point avec William Tchoki. C'est une infrastructure qui sortira plus de 100 000 habitants de leur situation d'enclavement et aussi faciliter la mobilité. C'est le pont de Révier en plein chantier. Un ouvrage de 240 mètres. Le taux d'exécution physique est estimé à 75%, un motif de satisfaction pour les autorités locales et aussi pour les responsables en charge des travaux. Aujourd'hui, nous constatons que le pont est déjà debout. Nous voyons déjà l'axe du pont et normalement, dans les meilleurs délais, d'ici 1 mois et demi, je pense que ça va être une réalité pour les populations de Révier et tous ceux qui passeront par ici pour aller à Ouida. C'est une grande joie qui nous anime aujourd'hui de voir l'avancée des travaux. Le pont est prévu pour être livré dès mi-juin 2017. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable constate aussi que les engagements pris sont respectés de part et d'autre. Je suis agréablement surpris de voir l'évolution et surtout de l'annonce de l'échéance. Ce faisant, tous les acteurs, le maître d'ouvrage délégué, le projet PUGEMI et l'entreprise auraient respecté chacun en ce qui les concerne leurs engagements. La mise en place d'infrastructures majeures résilientes a été aussi effectuée du côté est de Cotonou. Nous sommes ici, dans la zone de l'abattoir. 1200 mètres de pavage et de construction d'ouvrages de drainage des eaux pluviales jusqu'à la hauteur du CEG à Blangandan. Puis 2,2 km de Dégacon au carrefour Abatrou via Tchankpamé. Des ouvrages effectués en double tronçon de 7 mètres, chacun avec un terre-plein central. Vous voyez, on est là au début de la période pluvieuse, la saison des pluies, la période dans laquelle les populations ont beaucoup de peine à accéder à leur domaine. Et là, nous allons livrer à cette population-là des infrastructures vraiment neuves qui leur facilitent l'accès et qui désenclavent leur quartier. Ces différents chantiers conduits par le projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain ont été lancés il y a à peine 1 an. 12 mois de travaux pour donner les signes de ville durable tant souhaités. Voyons cette alerte. Consommation de la viande en provenance de Brésil. Le Bénin est en alerte. C'est suite au démantèlement d'un réseau de commercialisation de la viande impropre à la consommation. Regardez ces commentaires commentés donc par Mylène Famon. C'est une alerte contre la consommation de la viande en provenance du Brésil. Des échantillons sont déjà au laboratoire central de la sécurité sanitaire des aliments pour des analyses. Vous aviez tout à l'heure dans le congélateur essentiellement des produits constitués de saucisses, des cuisses de poulet, mais également des gésiers de dinde et de poulet. Un vaste réseau de commercialisation des viandes impropres à la consommation aurait été démantelé par la police brésilienne. Informé, le Bénin prend des dispositions pour mettre à l'abri les populations. Un communiqué conjoint du ministère de l'Agriculture et du ministère du Commerce est diffusé sur les ondes, appelant les Béninois à rester vigilants en attendant les résultats de l'analyse. Au bout de 112 heures, normalement, ce qui est arrivé la semaine dernière, déjà ce soir, nous aurons les premiers résultats. Et toutes les 112 heures, les résultats vont suivre. L'alerte est maintenue. Le Bénin a mis un embargo sur tous les produits carnés en provenance du Brésil. Voilà les différents types de châteaux que nous avons reçus actuellement. Un tour dans nos hôpitaux, plus de 300 personnes sont sous dialyse au Bénin, un traitement onéreux consécutif à l'insuffisance rénale chronique qui attaque 12% de la population béninoise. Au nombre des causes évoquées pour justifier une telle prévalence de l'insuffisance rénale et de la dialyse, la consommation des médicaments de rue. Le reportage est signé Angela Kweja et Iva Godokwesi. Environ 6 consultations sur 10 révèlent l'insuffisance rénale ici à l'unité d'hémodialyse du CNHU de Cotonou. Qu'elle soit aiguë ou chronique, l'insuffisance rénale est une maladie mortelle dont le traitement impose dans bien des cas la dialyse.
La dialyse, c'est ce traitement qui consiste à débarrasser le sang de toutes les toxines qui s'y accumulent du fait de l'insuffisance rénale chronique, du fait que le rein n'arrive pas à débarrasser l'organisme, le sang, de toutes les toxines qui s'y accumulent. Au moins 350 personnes sont sous dialyse au Bénin et à la recherche des facteurs qui favorisent l'apparition de l'insuffisance rénale chronique, l'hypertension artérielle, le diabète mal équilibré, mal suivi ou encore l'automédication. L'autre chose qu'on observe, quand ils commencent le traitement et qu'ils sont à court de moyens, ils peuvent, ou ils le font souvent, des traitements parallèles. C'est-à-dire des traitements traditionnels. Ils peuvent acheter des médicaments au bord de la rue, sur conseil d'un voisin, d'un ami, et ne pas suivre le vrai traitement prescrit par leur médecin, le médecin spécialiste. Et ces pratiques ne pardonnent pas. Plusieurs victimes de l'insuffisance rénale rapportent d'ailleurs la consommation de médicaments de rue. De manière personnelle, si nous sommes allés dans la défense des consommateurs, c'est à cause de ce cas-là que nous avons vécu. Un jeune de 30 ans qui a pris un médicament qu'on appelle, je crois, Papa Monsoir, c'est un type de gens qui l'a consommé. Et les heures qui ont suivi, il a commencé par sentir des malaises. Mais vous savez qu'à moins d'une semaine, on a dosé sa créatinine qui est au-delà de 100 mg. Une semaine après, il est allé à 200 mg. Quand il est allé au service de dialyse, évidemment, on lui a fait croire que c'est un envoûtement, comme nous savons au Bénin. Il a fui, il a quitté l'hôpital, mais une semaine après, il est décédé. La lutte contre la vente illicite des médicaments est ainsi une urgence puisque la dialyse coûte environ 12 millions de francs CFA par patient et par an à l'État. Du point de vue commercial, les faux médicaments, la commercialisation des faux médicaments, je veux parler de la vente illicite, cause d'énormes manques à gagner à l'économie du pays. En même temps que ça crée des manques à gagner, au cas où ça pourra apporter une atteinte à la santé des populations, l'État serait obligé encore de sortir de l'argent pour prendre en charge ces cas de malades. Et les gens que nous pouvons citer aujourd'hui, comme des Béninois, sont en mesure de prendre en charge la dialyse. Ce n'est pas possible. Donc encore c'est l'État qui supporte les frais relatifs à la dialyse. Entre autres mesures préventives contre l'insuffisance rénale chronique, une alimentation pauvre en sel, en huile et riche en fruits et légumes, bien sûr avec un exercice physique régulier. Un tour dans nos casernes, le haut commandement militaire ayant à sa tête le chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général de brigade Amousso Laurent, a rencontré les forces de sécurité en poste dans le département de l'Alibori, une descente qui a permis de s'enquérir des difficultés que vit la Grande Muette. Firmin Bassao Jilika Elaïna. Garnison du camp militaire de Kandi dans le département de l'Alibori. Quelques mois seulement après sa prise de fonction à la tête du haut commandement militaire, le nouveau chef d'état-major général des forces armées béninoises vient doper le moral de sa troupe. Le moral de la troupe est au beau fixe. Et ça nous engage bien dans la perspective du message que nous leur passons, qui est de tout faire pour améliorer les conditions de vie et de travail des personnels militaires en vue de leur permettre de mieux exécuter les missions que le pays nous assigne. Le haut commandement militaire touche ici du doigt les difficultés qui tendent à émousser l'ardeur des éléments du 7e BIA de Kandi. La toiture du magasin d'armes qui est dans un état désastreux et où il est quasiment impossible d'y séjourner en saison de pluie. Le domicile du chef de corps est dans un état de délabrement avancé, surtout la toiture du bâtiment qui coule de l'eau partout. Le garage du corps ne dispose pas de matériel de travail quand même la main-d'œuvre est qualifiée. Le manque de terrain de sport aux normes réglementaires pour permettre les entraînements comme il se doit en vue des tests de Covapi. C'est réel qu'ils aient des préoccupations. On a enregistré leurs préoccupations, celles pour lesquelles on peut donner des réponses sur le terrain, on les donnera immédiatement. Les autres qui demandent un travail plus pointu sont enregistrés pour être pris en compte dans
les dispositions que nous allons prendre dans les mois et semaines à venir. Le chef d'état-major général des forces armées béninoises invite la Grande Muette à toujours garder la neutralité qu'on lui connaît. On parle de la cybercriminalité et la confiance numérique, deux piliers de la transformation numérique. C'est le thème de la 3e édition de l'IT Forum qui s'est tenu hier à Cotonou. Un forum qui vise à promouvoir les échanges et les bonnes pratiques du secteur du numérique autour de la cybercriminalité. Enoch Opati nous en parle. Combattre la cybercriminalité et offrir un environnement digital sécurisé à l'ère du numérique aux utilisateurs, c'est la préoccupation qui a réuni les IT managers, les sociétés de services d'ingénierie informatique et les experts des technologies de l'information et de la communication. Dans une nation moderne virtuelle, ordinateurs et réseaux puissants, éléments critiques d'infrastructures qui en résultent, des cyberattaquants peuvent utiliser leurs ordinateurs, les connexions pour endommager ou détruire les infrastructures dans lesquelles les citoyens avaient confiance. La cybersécurité est donc un sujet important pour les personnes physiques, morales et plus globalement pour toute la nation. Pour construire une stratégie de défense et procéder à une transformation numérique efficace, beaucoup d'efforts sont à déployer. Que les autorités intègrent dans tous les programmes du numérique la dimension de la sécurité pour que chaque projet informatique puisse être accompagné de dossiers de sécurité qui adressent les risques et les moyens de les minimiser. Il est aussi opportun de penser à avoir une culture de risque au niveau national pour arriver à construire un plan de défense cyber. Et cette rencontre des membres de la dynastie Koraro de la commune de Kalalé, des retrouvailles qui s'inscrivent dans le cadre de la mobilisation générale, mais également du renforcement des actions de ce regroupement social. La rencontre a connu la participation des têtes couronnées, dignitaires, religieux principaux et puis des autorités politiques de la localité. Le reportage de Kadnet Kapo et Aziz Alagui. Ils sont venus de partout, de l'ensemble du barreau béninois et nigérien. Les fils et filles de l'allié impérial Koraro de Niki réfléchissent aux voies et moyens pour une cohésion interne, mais aussi pour l'amélioration des relations avec les 4 autres dynasties de l'empire Batonou et Bo. Nous nous sommes réunis ici pour mieux nous connaître et nous voulons renforcer encore plus l'union des Koraro, Makararu, Basimako, Karawe Sané, Lafiaro. La rencontre de Kalalé vient sonner le glas de la désunion et de l'anarchie. En un mot, nous sommes tous du même père, mais de mères différentes. C'est ça que nous voulons faire comprendre à tout un chacun de nous, de faire attention. Il n'y a pas à se chamailler. Après, nous allons nous retrouver avec les autres dynasties et tisser un seul bloc. Que chacun retourne son attention sur sa culture, puisque certains d'entre nous abandonnent leur culture au profit d'autres. N'agissons pas ainsi. Les origines et l'actualité des Koraro sont parcourues de fond en comble. L'autorité politique locale voit en cette initiative une ouverture favorable à la gouvernance mixte de la cité. Même dans l'administration moderne, nous ne pouvons pas faire fi de la présence de nos chefs traditionnels qui sont d'une grande utilité dans la mission que nous accomplissons tous les jours. À l'issue des travaux, une cellule communale est mise en place pour l'accompagnement de la cellule mère. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à 21h le magazine Soirée Sport et 2 feuilletons, Les Choix de l'amour et Oui Vartuyo. Prenez le rendez-vous du journal du soir avec Awa Chérif à partir de 23h. Eh bien, l'actualité, c'est également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.